Alors, d'un côté, on a un collectif de citoyens, très militants, qui fonctionne surtout avec des bénévoles. Et de l'autre, un business plan qui pèse plusieurs millions d'euros, digne d'une grosse start-up de la tech. A priori, ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir. Et pourtant, un projet en Belgique essaye de faire exactement ça, les fusionner. On va plonger ensemble dans les coulisses de cette structure, pour le moins surprenante. Ok, alors allons-y. Tout part d'une offre d'emploi vraiment pas comme les autres. Le genre d'annonce qui attire tout de suite l'œil. On propose de se lancer dans une aventure citoyenne, mais il y a un petit détail, les postes ne seront pas ouverts avant plusieurs années. Ça a de quoi piquer la curiosité, non? Et attention, on ne parle pas juste de quelques postes pour la forme. Non, on parle de 42 postes à temps plein. Un chiffre très précis, très ambitieux, qui fait presque penser à une sorte de clin d'œil, une référence. Et puis, il y a cette date, 2030. C'est l'horizon fixé pour le recrutement, mais pourquoi lancer un appel à candidature aussi longtemps en avance? Quelle peut bien être la stratégie derrière un plan à si long terme? Les créateurs du projet le disent eux-mêmes, noir sur blanc, dans leur annonce. Ce n'est pas une faute de frappe, ni une blague, c'est complètement intentionnel. Pour vraiment saisir de quoi il retourne, il faut d'abord s'intéresser à l'organisation qui est derrière tout ça. On va découvrir la première face de la médaille, le côté pile si on veut. Un collectif citoyen bien ancré dans des valeurs humanistes, des valeurs démocratiques. Il s'agit donc du CCPLC, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Rien qu'avec le nom, on sent déjà l'engagement, l'éducation populaire, la transparence, bref, tout ce qu'on imagine trouver dans une association militante assez classique. Leur mission, elle repose sur 4 grands piliers. Observer ce que font les pouvoirs publics, documenter pour que l'info soit accessible à tous, former les gens pour qu'ils puissent agir, et enfin, connecter les différents acteurs du changement. C'est un programme très noble qui place vraiment le projet dans le secteur non marchand. Et si on regarde leur charte, ça confirme complètement cette impression. La transparence est totale, tout est en open source. Et surtout, un point essentiel, la non-lucrativité. Tout ce qui est produit est sous une licence qui interdit formellement toute utilisation commerciale. C'est vraiment un point à garder en tête parce que c'est là que le grand écart va commencer. Allez, on retourne la pièce. Passons maintenant au côté face. Et là, le contraste est saisissant. Parce que derrière cette association se cache en fait un plan d'affaires d'une ambition assez redoutable. Voilà le chiffre qui change toute la perspective. 37,2 millions d'euros. C'est le revenu qu'ils projettent de faire sur 5 ans. On est à des années-lumière du financement associatif classique qu'on connaît, avec les subventions et les dons. Alors la question c'est, d'où peut bien venir tout cet argent? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle les Smart Cities, les villes intelligentes. Le projet vient se placer sur ce marché qui est en pleine explosion, un marché où la donnée territoriale, l'information sur un lieu est devenue une véritable mine d'or. Et c'est là qu'on voit bien la dualité. D'un côté, le CCPLC, le collectif, l'asso militante. Et de l'autre, MySpot Pro, une plateforme purement commerciale qui vend de la donnée. Sur le papier, tout les oppose. Alors, comment ces deux entités peuvent-elles seulement coexister? Bon, il est temps de décortiquer un peu la mécanique de ce système hybride. Essayons de voir comment ce moteur économique est censé faire tourner la mission sociale. Le pont, la passerelle entre ces deux mondes, c'est un concept. La gamification urbaine. L'idée, c'est tout simple. On utilise des mécaniques de jeu pour encourager les citoyens à interagir avec leur ville. C'est une manière de rendre la participation citoyenne un peu plus ludique, plus amusante. Et voici comment la boucle est censée fonctionner. Première étape, des citoyens utilisent une application gratuite pour signaler des problèmes ou des choses intéressantes dans leur ville. Deuxième étape, chaque signalement génère une donnée qui est bien sûr géolocalisée et rendue totalement anonyme. Troisième étape, toutes ces données sont rassemblées et vendues via la plateforme payante MySpot Pro. Et enfin, quatrième étape, l'argent généré sert à financer les salaires et les actions du collectif citoyen. Une symbiose qui, sur le papier, a l'air parfaite. Mais alors, concrètement, de quel genre de données parle-t-on? Eh bien, il s'agit de signalements qui touchent principalement à la mobilité, mais aussi à la sécurité, à la propreté, à l'accessibilité. Ce sont des informations qui sont extrêmement précieuses, par exemple pour une ville qui cherche à améliorer ses services. Le modèle économique, lui, est assez diversifié. Il y a des abonnements pour les clients réguliers, comme les municipalités, des licences bien plus chères pour les grosses entreprises, et aussi la vente de rapports de données très ciblés pour des besoins ponctuels. Tout ça nous amène à la question de fond. Est-ce que ce modèle un peu hybride est une nouvelle voie pour l'activisme? Est-ce que l'avenir des mouvements sociaux, c'est ce genre d'alliance un peu inattendue? En résumé, ce qu'on a là, c'est une sorte d'âme militante à but non lucratif qui serait propulsée par un moteur commercial très performant. C'est une tentative de réconcilier l'idéalisme de la mission avec le pragmatisme des moyens financiers. Cette petite phrase, qu'on trouve dans leur propre documentation, est assez révélatrice. Elle dit en substance que celui qui contrôle les données, eh bien, il contrôle le réseau. Ça souligne que détenir ces informations donne un pouvoir immense. Et qui dit pouvoir immense, dit aussi énorme responsabilité,
et bien sûr des risques de dérive. La question fondamentale reste donc entière. Est-ce que le profit peut vraiment, au final, servir l'intérêt général ? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un activisme 2.0 plus pragmatique ou à une alliance un peu contre nature ? La question reste ouverte.